long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous. Chose promise, chose due. On vous avait dit voilà, qu'on fera un deuxième podcast cette semaine pour revenir sur le quart de finale que l'équipe de France a joué. Donc, c'était hier face à l'Italie. Des quarts de finale qui ont encore une fois réservé tout un tas de surprises. Cet Euro, on en parlait un petit peu en début de semaine, est incroyable en termes d'upset, de surprise. Faut vraiment, même on a beau être devant les matchs, tu dis bon, bah, ce match-là, il est plié, je vais pouvoir aller chercher un truc au frigo. Tu reviens, c'est l'autre équipe qui est devant. C'est totalement incompréhensible. Bref, nous, on était sur le bord de notre fauteuil, de notre canapé toute la soirée. Je suis rejoint comme d'habitude par Shai Mamou, Antoine Pimel, les fines plumes de Rivers et de Basket Session, comme vous le savez. Et puis, bah, tout seigneur, tout honneur, on va forcément revenir tout d'abord sur le match de l'équipe de France hier face à l'Italie. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, peut-être une chose quand même, cette équipe est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2022 avec une bonne chance, en tout cas une chance sur 4 de finir championne d'Europe. On ne va pas mentir en disant qu'on n'aurait pas forcément imaginé ça en tout début de compétition. On n'a pas dit que c'était une impossibilité, mais il y avait quand même pas mal de choses qui nous laissaient, qui prêtaient un petit peu à ce qu'on soit prudent. Finalement, c'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser avant qu'on rentre dans le détail, encore une fois, du match d'hier et puis des matchs qui vont suivre. Mais est-ce que cette campagne n'est pas déjà une réussite quelque part pour l'équipe de France ? Alors ça dépend ce qu'on visait au départ et ce qu'on attend en fait de l'équipe de France. Mais ouais, alors sur le plan, on va dire comptable, même si c'est pas un championnat, dans tous les cas là, en arrivant en demi-finale, si on repart avec une médaille, bon là, honnêtement, si on perd contre la Pologne, ce sera une déception, et si on repart pas avec une médaille, ce sera une déception vu comment l'Euro s'est déroulé. Après, il y aura aussi, on en parlera plus tard, je pense, des choses sur lesquelles, enfin, qu'il faudra régler absolument pour les compètes qui, à la base, nous paraissaient les plus importantes, le mondial et les JO. Mais oui, là, dans tous les cas, par rapport à ce qu'on avait prévu au début, tous les trois, on avait parlé, on le redit encore, d'une compète de transition où on n'aurait pas été choqué de sortir en quart contre la Serbie. Hein. Tous les trois, je pense qu'on s'était dit, bon, on va faire ce qu'on peut, c'est cool si on n'est pas trop ridicule contre la Serbie. Et au final, avec la fenêtre qui s'ouvre comme ça, la manière dont se déroulent les matchs, bah, oui, j'ai envie de dire, il est presque déjà réussi. Pas encore complètement, parce que je veux dire, si on perd contre la Pologne, surtout de manière, sans vraiment avoir cru qu'on pouvait gagner, bah, oui, ce sera un Euro décevant et on se dira qu'on a raté un truc de fou. Mais là, ouais, à l'heure actuelle, on est bien parti pour que ce soit un Euro étonnamment réussi. Ouais, après, moi, je me souviens qu'on avait quand même laissé la porte ouverte à, même si on a été critique de l'équipe de France, et je pense à juste titre, on avait laissé une espèce de porte ouverte sur, mais de toute façon, après, sur des matchs coup près, tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais on avait aussi précisé, même si l'équipe de France, par je ne sais quel moyen, finit par rentrer dans le dernier carré, il faudra quand même pas oublier les lacunes. Donc oui, réussi, oui, je pense que quelque part, aller jusqu'en demi-finale de cet Euro, c'est réussi. Je dirais que pour que ça soit vraiment réussi, il faudrait quand même prendre une médaille, surtout si maintenant c'est difficile de se détacher du contexte actuel. C'est-à-dire que là, on voit un tableau très ouvert, donc on se dit: «Bah, ouais, là, quand même, la vraie réussite, c'est d'aller encore un peu plus loin, voire tout au bout». Mais ouais, j'espère juste que cet Euro, s'il se termine par une médaille, quel qu'en soit le métal, voilà, qu'on n'oublie pas complètement qu'il y avait des lacunes qu'il faut absolument régler, comme tu as dit, Shai, pour les prochaines, compétitions. Mais c'est vrai que rien que sur les émotions, c'est réussi, en fait, quand même. On a quand même une équipe qui, heu, de base, joue pas toujours très bien au basket, mais qui arrive à nous faire vibrer, et c'est un vrai bon kiff, au final. Tu parles des points, ouais, effectivement, des points négatifs qu'il faudra retenir pour pas les revivre dans les prochaines compètes. Et sur une note plus positive, il faudra aussi retenir des trucs positifs, comme Bien sûr, à l'arrivée de joueurs improbables qui vont se greffer au groupe, comme Terry bien sûr. Tarpey, Yabusele qui prend une dimension, on pourra en reparler ultérieurement, mais voilà, des deux côtés, il ne faudra pas se dire waouh, c'est fantastique, on a été champion d'Europe, tout va bien, c'est génial, ou alors on a fini troisième, c'est une catastrophe alors que c'était ouvert. Il faudra vraiment être nuancé, je pense. Mais sur Oui, le plan des émotions, hein, c'est complètement. C'est drôle de voir, tu vois des joueurs qui ne sont pas à la compète, comme Nico Batum qui tweet ah ouais, ça fait ça en fait. C'est ça qu'on vous proposait quand on faisait les matchs cardiaques là. Non, désolé les gars, il a dit. mmh mh. Ouais, bah, c'est clair. En fait, ce qui est un peu fou, c'est que finalement,
on a le sentiment que cette équipe, c'est vrai qu'une grosse partie de nos critiques depuis le début de la compétition, c'était sur les difficultés, parce que maintenant on peut plus dire incapacité, mais sur les difficultés de l'équipe de France à pouvoir mettre la main sur les matchs. Quand elle en avait l'occasion, à pouvoir finalement faire preuve de maîtrise. Et au bout du compte, là, on est quand même obligé de reconnaître que cette équipe de France a une autre énorme qualité, c'est cette capacité de résilience, de même au fond du gouffre, même quand finalement tu te dis, bon, bah, c'est mort, ça fait quand même 2 matchs de suite, après le match contre la Turquie, où à pas loin de 50 secondes de la fin, tu dis, bon, bah là, c'est pas possible. En fait, il faudrait qu'il se passe ceci, cela et cela pour que l'équipe de France puisse encore y croire. Et ben, l'équipe de France se donne les moyens de se mettre en capacité de pouvoir prendre ces matchs et réussir à les prendre. Et ça, c'est quand même aussi une qualité très forte qui n'est pas anodine et qu'il faut vraiment saluer. Je pense que c'est aussi la preuve que ce groupe, il est soudé, il est solide, malgré ses failles, malgré ses fragilités, il a quand même une vraie solidité. Voilà, Slovénie, on disait en début de compétition, il y a 3 ogres, ou du moins il y a 3 équipes. Ogre, le terme est trop fort. Il y a 3 équipes qui semblent vraiment au-dessus du lot. Slovénie, championne en titre. Serbie avec le MVP en titre. Grèce avec peut-être le meilleur joueur du monde. Au bout du compte, toutes ces équipes-là sont sorties. Et parmi les équipes qui, ces dernières années, ont été habituées à aller loin, ou du moins qui ont un palmarès conséquent, il reste la France. Principalement, l'Espagne aussi, malgré tout, hein, qui est Ouais. aussi dans une phase de, je pense que j'ai pas lu la presse espagnole, mais un petit peu une phase de transition, phase de reconstruction, avec des joueurs légendaires qui ont quitté la sélection et d'autres, voilà, qui essaient maintenant de trouver leur place. Donc c'est quand même intéressant de voir ça, que malgré tout, même si on s'était dit, bon, bah, cette équipe, elle nous semble pas aussi assurée que par le passé, elle n'arrive pas à mettre la main sur les matchs, et ben, encore une fois, l'équipe de France est présente en demi-finale d'un championnat d'Europe qui reste quand même l'une des compétitions les plus relevées au niveau international. Donc voilà, on va pouvoir revenir après en détail sur malgré tout les choses qui nous ont fait hérisser le poil ou avoir des sueurs froides. Mais cette qualité, on peut pas la retirer à l'équipe de France. Et effectivement, il y a des joueurs, on va pouvoir revenir, qui ont à nouveau montré qu'on pouvait compter sur eux dans les moments les plus chauds, les plus tendus, même si on aimerait bien que les moments soient moins tendus, en fait. On aimerait bien voir cette équipe de France remporter les matchs avec un peu plus de sérénité. Mais n'empêche que l'équipe de France s'est souvent retrouvée dans la position inverse, C'est ce que j'allais dire. de Ouais. celle qu'elle a occupée là depuis 2 matchs. On a souvent été parfois, même le sport français plus généralement, pas que le basket, était pointé du doigt pour une certaine fragilité mentale de nos athlètes. C'est un accent qui est l'aspect mental est par exemple moins mis en avant qu'en Espagne, en tout cas en France où ça commence seulement et je trouve que, bah, même si on a toujours, évidemment on est capable d'avoir par exemple l'équipe a des gros passages à vide par moment. Heu, j'ai l'impression que c'est plus nos adversaires qui ont craqué. Enfin, de toute façon, c'est pas juste une Oui, oui. impression, je pense qu'on l'a tous vu. Mais voilà, Cedi Osman, qui a plombé, enfin qui a plombé malgré enfin, c'est pas de j'allais dire c'est pas de sa faute, mais bon, qui rate ses 2 lancers et avec la possession. Fontecchio qui est très fort par moment dans le match et qui rate les 2 lancers après la balle de match. Donc au final, ouais, la France a été très solide. Fallait au moment où Fontecchio il met son 3 points et qu'il y a +7 pour l'Italie, faut être très, très fort mentalement pour revenir, pour pas douter et même, je veux dire, pour ce passage, même quand il y a encore 4, 5 points et qu'il y a très peu de temps, à jouer, pour rester concentré jusqu'au bout, des 2 côtés du parquet, faut vraiment être fort mentalement et ça, faut comme voilà, je suis d'accord avec toi, faut le saluer, quoi. Et il faut saluer le fait que des joueurs arrivent à sortir du lot, à prendre leurs responsabilités justement dans ces moments où c'est chaud. Quand la fenêtre commence à s'entrouvrir avec des lancers ratés en face, bah, d'un coup, tu as Rudy qui vient mettre des claquettes, prendre des gros rebonds, provoquer Ouais, des fautes, mettre ses lancers. Il a mis 2 lancers importants aussi. C'est quand même oui, pas, enfin, c'est pas un modèle de fiabilité sur la ligne de Rudy. Il a plein de qualités, mais c'est pas toujours son point fort. Thomas Hurtel, alors, il passe en 3 secondes d'un joueur qui peut perdre 2 ballons et tu te tapes la tête contre la table à un gars qui prend ses responsabilités comme si c'était une superstar NBA qui va au panier. Il met encore des paniers importants sur le match d'hier. Donc il y a des joueurs qui acceptent cette responsabilité voilà, d'occuper le devant de la scène quand la France en a besoin. Evan prend sa 5e faute. Tu te dis, mince, tu as le meilleur score de l'équipe qui n'est pas là. Enfin, comment on fait quoi. Quand Doncic est sorti pour la Slovénie, ils ont essayé ils ont fait de leur mieux collectivement, mais tu te dis, bah, c'est presque mort. Quand les Bleus ont Evan qui sort, bah, on a d'autres joueurs qui ont réussi dans d'autres registres à prendre leurs responsabilités.
En fait, dans le cas de cette équipe de France, j'avais pas forcément eu le sentiment que enfin, tout ce que tu dis est très vrai d'ailleurs, Shai, hein, mais j'ai pas tant l'impression que les joueurs cherchaient à se cacher. J'avais parfois le sentiment qu'il y avait pas de on manquait enfin, il y a une chose, c'est un peu un cliché, hein, ce que je vais dire. Il y a une certaine vérité et je pense que c'est ce qui a permis à l'équipe de France de remporter les 2 derniers matchs. C'est arriver dans ces situations-là à prendre possession par possession, à faire abstraction Mmh. de ce qui vient de se passer et pas penser à la suite. C'est déjà suffisamment dur à faire en tant que individuellement, quand on est un joueur et c'est extrêmement dur d'arriver à le faire à 5. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort dans la fin de match contre l'Italie, c'était, que des joueurs ont pris leurs responsabilités sans forcer leurs responsabilités. Là, les paniers de Thomas Hurtel que tu soulignes, effectivement, j'ai vu passer d'ailleurs un tweet d'Edwin Jackson qui disait une chose que j'ai trouvé très vraie. Il disait on peut le détester, on peut l'aimer, mais Thomas Hurtel, il se cache pas. Ah non, c'est clair. Effectivement, il s'est pas caché, mais les paniers et les tirs qu'il a pris, notamment en pénétration, c'était vraiment ce que demandait le jeu à ce moment-là. C'était Ouais. pas simplement, j'ai pas eu le sentiment qu'il prenait la balle et qu'il partait en disant, de toute façon, je vais prendre le tir. Ce qui a parfois été le cas d'autres joueurs. Par exemple, je vous cache pas que parfois, c'est un peu le sentiment que j'ai quand c'est Evan qui a la balle dans ces situations-là, où il y a un petit peu de situation où s'il peut, tu sais qu'il va pas forcément créer pour d'autres, s'il peut pas avoir le tir, le meilleur tir du monde, il va quand même tirer. Et là, dans le cas des possessions qu'a géré Tom Hurtel sur la fin du match, où il était excellent, hein, 20 points, 8 rebonds sur ce match-là, il était déterminant. C'était vraiment ce que le jeu demandait. Et autour, il y avait une certaine organisation, un respect comment dire, des couloirs, du spacing. En fait, voilà, j'ai eu le sentiment que les 5 joueurs étaient vraiment soudés à ces moments-là et ont trouvé les solutions collectivement, même si c'est un joueur peut-être qui a sorti qui sort du lot comme Thomas ou comme Rudy à d'autres moments. C'est parce que les 5 joueurs étaient vraiment synchrones dans ces moments-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur à ce niveau de compétition. Ouais, puis après Hurtel, il a aussi beaucoup brillé quand Fournier était sur le banc pendant une majeure partie du 4e quart-temps, donc il s'est retrouvé dans un 5 avec, où il était le seul créateur. Déjà qu'on n'a pas beaucoup, mais lui pour le coup, là, il y avait vraiment que lui. Donc quelque part, je pense qu'il a senti que c'était à lui de faire le jeu et voilà, autour, il y avait Luwawu Cabarro, Gershon, Gobert, des joueurs qui sont plus là, pour le compléter, mais je veux dire qui ne vont pas prendre en charge la création. Et il l'a fait à merveille et je suis d'accord avec toi. Les pénétrations, il y en a aussi 2 d'Evan d'ailleurs, hein, qui sont, avant qu'ils Un très beau sortent, flotteur ouais, il notamment. y a un Mm. flotteur, il y avait le lay-up aussi pour revenir à 2 points juste après son lancer. Ouais. Il y a ouais, il y a eu une, comme tu as dit, les bons choix. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est une équipe de France qui est capable de faire, un paquet de mauvais choix tout au long du match et là, pour le coup, dans les dernières minutes, il y a vraiment eu une compréhension, comme tu dis, le fait d'attaquer le cercle, on a eu une forte réussite à 3 points pendant la première mi-temps, mais là, clairement, pour faire la diff, fallait leur faire mal dessous aux Italiens et ils ont compris ça, ils ont vu les espaces, ils ont pris les espaces et au final, ça a fait la différence. Bah, ouais, enfin, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail de ce match-là, quand même, parce que moi, j'ai eu le sentiment que pendant les 25 premières minutes du match, il y avait un plan de jeu qui était parfaitement, pensé et parfaitement appliqué. L'idée, comme on en a parlé un petit peu, Shai, enfin, on suivait le match un petit peu en détail sur Twitter tout au long de la partie, mais clairement, un des éléments importants, défensivement, c'était la manière de défendre sur les pick and roll du côté français. Comme on en parlait un petit peu en début de semaine pour revenir, donc jusqu'à présent, l'équipe de France défendait en ce qu'on appelle drop coverage, c'est-à-dire que le défenseur qui défend sur le porteur d'écran protège l'accès à la raquette et sort pas forcément sur les shooters. C'est le choix qu'avait fait la Serbie aussi face à l'Italie et ça avait fait complètement, le jeu de l'Italie parce que l'Italie jouait avec 5 joueurs extérieurs, avec simplement, Melli qui jouait, office de grand et qui forçait Jokic, soit à s'écarter de la raquette, soit il le mettait dans des situations où il ne pouvait pas défendre correctement quand il redescendait vers le cercle. Melli était trop mobile pour Jokic. Là, l'équipe de France a décidé de changer de manière assez agressive sur les pics, donc à chaque fois, ça aussi, il faut reconnaître que toutes les équipes peuvent pas le faire avec un grand comme Rudy Gobert. Il faut avoir un grand comme Rudy Gobert capable de bouger comme Rudy. Là-dessus, encore une fois, il a fait un match extraordinaire, à mon sens, ce qui a permis à la fois de contrôler pendant les 25 premières minutes les shooters italiens et aussi surtout de contrôler Melli. C'est ce qu'on avait dit
dans le podcast de début de semaine, on avait dit, voilà, une des clés pour remporter ce match, c'est contrôler Nicolo Melli, qui est le meilleur joueur de cette équipe, qui est aussi son principal playmaker de fait. Et pendant les 25 premières minutes, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'il y avait une application Ouais. irréprochable du côté de Il y l'équipe a eu de très peu France. d'impact. Il a eu très peu d'impact pendant 25 minutes. Et, Ouais. et on jouait, même si on a une belle réussite à 3 points, c'est aussi parce qu'il y avait une vraie volonté d'essayer de chercher l'intérieur. Rudy a eu des paniers dès Rudy le a eu des début du balles. match, des ballons, etc. Et donc on jouait de l'intérieur vers l'extérieur, qui face à cette équipe d'Italie qui manque de taille, était... Enfin, voilà, il fallait pas être un scientifique ou avoir, je sais pas, fait des études de haut niveau au basketball pour comprendre qu'il fallait jouer de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on a très bien fait. Et la fin du troisième quart-temps, je vous propose qu'on y revienne un petit peu, parce que moi, ça reste une énigme totale. J'ai pas compris les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps où on s'est mis littéralement à faire tout l'inverse de ce qu'on avait fait avant, avec Rudy Gobert qui est sorti, euh, Fall qui est rentré, Mustapha Fall qui a d'énormes qualités, mais pour moi, il n'y Ouais, avait pas c'était de pas son match-up match-up. Ouais. avantageux possible pour lui dans ce match, clairement, surtout avec Melli sur le terrain. Et ça, j'ai pas compris. Et dans la foulée de son entrée en jeu, je veux bien, enfin, j'espère que vous comprendrez bien que je suis pas en train de le pointer du doigt et de dire que c'est de sa faute individuellement si les choses ont commencé à se déliter. Mais tout de suite, Melli il a marqué tout de suite, il a créé des fautes, il a provoqué des fautes, il a permis de servir des shooters. Et les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps ont été littéralement catastrophiques et on s'est mis à jouer à l'envers. Et ça, euh, malgré tout ce qu'on a souligné de qualité de cette équipe de France, ces 5 minutes, je les comprends toujours pas d'un point de vue stratégique et je les comprends toujours pas. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais pas comment vous avez vécu ce passage. Et surtout qu'on le redoutait le troisième quart-temps. Et ce qui est fou, c'est que sur les premières minutes, moi, je me disais, ah bon, ça va, et on fera pas les mêmes erreurs que contre la Turquie. Ils ont l'air de prendre leur temps, d'être calmes, etc., d'avoir bien compris la situation. Et c'est vrai que d'un moment, alors je sais pas, ça coïncide pas, peut-être pas juste uniquement avec la présence de Fall. Effectivement, comme tu disais, c'est pas juste individuellement sa faute si c'est parti en vrille, parce qu'il y a eu des pertes de balles, des situations où on semblait un peu plus nonchalant dans la manière dont on se transmettait le ballon et tout ça. Et là, ouais, c'est redevenu un cauchemar. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on prend un run, un méchant. 11-3 en 3 minutes. Ouais, 11-3 en 3 minutes. Enfin, alors, c'est un peu moins violent que ce qu'on a pris contre les Turcs, mais on Ouais, est mais vraiment. Ouais. Pardon, excuse-moi, juste sur un match aussi serré, en fait, Ah ouais. 11-3, ça semble comme un 19-0, en Ah, fait. c'est énorme, c'est beaucoup, Ouais. c'est ça, c'est clair, tu as raison. Je me suis dit, c'est encore un foutu troisième carton. Et c'est difficile à expliquer parce que j'ai l'impression que c'est un mix entre, effectivement, peut-être une mauvaise analyse de ce qu'il faut mettre sur le terrain, des joueurs qu'il faut mettre à cet instant précis par rapport aux forces qu'il y a du côté adverse. Et là, pour le coup, un petit côté mental où on se relâche, on a l'impression d'être en contrôle et on fait n'importe quoi dans le jeu, quoi. C'est un peu incompréhensible. Je vais enfiler mon costume de Daryl Morey, Analytics. J'ai l'impression, Fall, il rentre, alors je ne sais pas si Poirier est blessé. Moi, je suis d'accord avec toi, Mustapha Fall, individuellement, c'est pas de sa faute. C'est plus que lui, il se retrouve prisonnier de son profil, qui peut être très intéressant par moment. Et je suis d'accord avec toi, c'était pas un bon match-up dans ce match. En fait, souvent, je sais que notre taille a fait mal aux Italiens, mais le small ball, je trouve que ça peut se contrer avec de la taille, mais pas par du post-up traditionnel. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ma nuance. J'ai l'impression que la taille de Gobert a fait mal, mais pas dans des situations de post-up très à l'ancienne, très années 90, où tu prends la balle à 45 et vraiment tu vas jouer, tu vas chercher tes mouvements. Fall, il a de la technique, il a de la taille, il a de la puissance, donc il est très fort pour scorer dessous. Mais au final, euh, contre une équipe small ball, j'ai l'impression que cette configuration, ça marche rarement parce que tu marques jamais autant de points que ce que tu en concèdes en défense avec un grand qui n'est pas aussi mobile pour aller gêner l'attaque adverse, qui, elle, peut créer du mouvement, s'enflammer, vraiment mettre du rythme et se mettre en confiance quand toi, tu joues des possessions beaucoup plus lentes, où tu serres ton intérieur à 45, il y a le temps qu'il prenne sa position, que tu amènes la balle à l'aile, que tu fasses la passe d'entrée. Souvent, il y a des prises à deux, ce qui s'est passé pour Fall, il s'est vite retrouvé avec 2 joueurs sur lui. Donc, il faut que tu aies un pivot qui soit capable de faire très rapidement ce genre de passe, de ressortir la balle pour revenir vers l'extérieur, etc. C'est pas notre point fort en tant qu'équipe collectivement et en attaque. Et au final, on n'a pas puni ces possessions où Fall aurait pu éventuellement limiter la casse en marquant, je sais pas, 3-4 paniers. Ça n'arrive pas. Et au final, ça arrive rarement. C'est pour ça que je dis que je mets mon costume de Daryl Morey. Ça arrive rarement quand tu joues du small ball. Et du coup, bah voilà, Fall il était en retard sur toutes les rotations et c'est pas
pour le blâmer encore une fois, c'est juste que voilà, bah, tu as des limites physiologiques quand tu fais cette taille et du coup l'Italie a pu s'enflammer, commencer à se mettre dans le match et puis ils ont mis des tirs. Spisou du coup a commencé il était déjà à droit mais il a commencé à plus vraiment prendre, il y avait de plus en plus d'espace qui se sont créés. Ils ont mis les 3 Fontecchio, Méli, ils étaient tous dedans et ben ils repassent devant et là tu te dis même ils tuent presque le match, ils prennent très vite 8 points d'avance en fait. Ouais. Ouais, et derrière, on est vraiment sorti de tous nos principes parce qu'on s'est mis à prendre principalement des tirs de loin. Il y avait plus vraiment de vraie fixation à l'intérieur, ne serait-ce que pour resserrer la défense puis ressortir les ballons. Et ce qui est quand même marquant, c'est que sur la fin du match, c'est-à-dire le moment où on arrive à recoller au score, égaliser, puis la prolongation, il y a quasiment que des paniers à l'intérieur. Rudy Gobert, Thomas Hurtel, euh, Evan Fournier, comme tu le disais, Antoine. Dès qu'on a remis la balle, qu'on a trouvé le moyen de remettre la balle dedans, et qu'on dit mettre la balle dedans, ça ne veut pas forcément dire servir un intérieur, effectivement, pour qu'il joue le 1 contre 1 en post-up. Ça ne veut même pas dire forcément mettre la balle dedans pour marquer dedans, pour que le panier Exactement. vienne de l'intérieur, mais c'est au moins resserrer la défense, la concentrer et pouvoir ressortir la balle pour avoir de meilleurs tirs. Et c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. Dès qu'on a pu remettre la balle dedans, ça a pu fonctionner. Et pour finir sur Fall, en fait, c'est que face à Méli, il pouvait pas tenir en fait, tout simplement. C'était le pire match. C'est même pas. Je partage ce que tu dis, Antoine, hein, d'un point de vue philosophique finalement sur contrer du small ball avec du tall ball. En fait, c'était juste que j'ai pas compris la logique. Et dès la première possession, en fait, il est rentré. Méli a tout de suite pu marquer. Il a eu un dunk tout de suite. Ils ont joué un pick and roll. Avec la faute en plus. Et lui, il fait faute sur lui, hein. Exactement. Méli est filé au dunk. Moi, honnêtement, je m'attendais tout de suite. Je me suis dit, bah, Vincent Collet va tout de suite demander changement. Pas pour pénaliser Fall, parce qu'en fait, je me disais, bah, on voit que ça va pas marcher. Mustapha, il n'avait pas joué du match aussi. Donc, tu Ouais, arrives, en plus, ouais, t'es tu arrives, froid. tu froid. C'est même pas comme s'il avait commencé le troisième quart-temps. En fait, il y a déjà 5 minutes qui sont passées. Donc, tu es assis depuis 1 heure. Depuis 1h15, tu es assis sur le banc. Tu te lèves, tu dois défendre sur un mec beaucoup plus mobile que toi, Ouais. autour duquel tout le jeu de l'équipe tourne. Pour moi, c'était un peu mission impossible. Et Et c'est puis pour dans ça. une situation tendue où tu es crispé, où c'est vraiment le pire moment pour être relancé dans un match, quoi. Exactement. Lancé dans un match. Donc, malgré tout, il a fait provoquer une faute à Méli sur un jeu de post-up, une faute qui a été quand même importante parce que finalement, Nicolo Méli n'a pas pu finir le match, il a fini pour 5 fautes. Donc, cette possession-là, voilà, il y avait une validité. Je peux comprendre la logique de se dire, bon, bah, on va servir Mustapha pour qu'il provoque des fautes. Soit il va marquer, soit il va donner des fautes il va faire prendre des fautes à Nicolo Méli. Mais au bout du compte, ça n'a pas été le cas. Il a fait prendre une faute qui a été importante, encore une fois, je ne le nie pas. Mais quand on mettait dans la balance finalement le gain face à ce qu'on a, enfin, ce qu'on a récupéré par rapport à ce qu'on a donné, c'était vraiment très, très étonnant. Je continue à, même, enfin, j'y ai repensé, je continue à toujours pas comprendre pourquoi on est resté aussi longtemps, on a tenté aussi longtemps cette option-là. Ouais, c'est même à se demander si Poirier était c'est la question qu'on se posait ce matin. Est-ce que Vincent Poirier, au final, s'était pas blessé ou quelque chose? Parce qu'il a joué en première mi-temps et là, il Ouais, a pas apparemment, du tout été utilisé par la suite, même quand ça tournait pas. Bon après bon, c'était au final bon, la France s'en est bien sortie mais ouais, il y a ce passage, tu passes à tu te dis que, tout peut s'arrêter là et si la France va au bout, c'est dingue d'être revenu quand même 2 fois de l'enfer. Après ça me permet d'enchaîner un peu sur ce qu'on disait déjà dans le dernier pod. Quand tu es donné pour mort et que pour va savoir comment tu finis par t'en sortir, tu crées un espèce de sentiment un peu d'invincibilité, genre: «Il peut rien nous arriver» et alors quand tu le fais 2 matchs de suite, bon, généralement c'est plutôt bon signe quand même. Ouais, et puis, tout à fait. Et pour rester du côté positif, bah, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur la performance de Rudy Gobert sur les 2 derniers matchs. 20 points, 17 rebonds contre la Turquie, 19 points, 14 rebonds contre l'Italie. Heu, une éval largement la meilleure de l'équipe de France, un impact, énorme, dans le jeu, dans les résultats. Rudy Gobert, on le connaît, voilà, on connaît le joueur, on connaît ses limites. Elles sont là, il a des limites comme n'importe quel joueur, on connaît aussi ses failles. Par contre, heu enfin j'ai envie de dire, il est temps peut-être de remettre un peu de respect sur le nom de Rudy Gobert parce que ça reste malgré tout, un joueur dont les qualités te permettent de pouvoir gagner. Ces qualités te mettent en position de pouvoir gagner.
à condition qu'autour de lui, il y a un plan de jeu qui soit spécifique ou du moins qu'on s'appuie vraiment sur ses forces. Et sur ces 2 derniers matchs, son impact pour moi, il a été énorme sur les fins de match, il a été énorme. Je continue à trouver, on en parlait un petit peu entre nous, que parmi les «stars» entre guillemets, de cet Euro, c'est certainement celui qui est le moins respecté par les arbitres, à qui on siffle le moins de choses, finalement à la fin. Heureusement que Mélie, quand il prend sa 5e sur le trajet, Rudy, il en prend déjà 2 des fautes dans un coup Ouais. sur le visage, hein. Il est bumpé à un moment quand il rentre dans la raquette. Finalement, Mélie, je pense de frustration, parce que cette faute, elle était vraiment assez stupide de la part de Nicolo Mélie pour le coup. Finalement, il finit par avoir ce coup de sifflet-là. Mais c'est quand même fou parce que voilà, Rudy, on le connaît un petit peu. On a eu l'occasion de faire plusieurs fois des entretiens avec lui pour Rivers et autres. Il y a quand même toujours cette notion un petit peu de joueur de l'ombre qui est jamais salué à sa juste valeur. On sait que c'est quelque chose, même si je pense que voilà, bon, il est OK avec ça, mais qui quand même continue de le gêner, de le perturber. C'est assez fou de voir que tout au long de sa carrière, ça reste quand même finalement le fil rouge finalement de la perception de sa carrière. Ouais, ce qui est fou, c'est l'impact. Alors là, visuellement, on l'a bien vu, hein, on voit bien l'impact, ce qu'il amène sur le terrain, mais l'impact statistique, les fans de la stat, là, juste sur la compète, la France est à plus 71 quand il est sur le terrain et à moins, enfin, oui, 50. oui, moins 50 quand il est en dehors. Enfin, c'est totalement fou. Et c'est pareil en NBA, en fait. Les stats défensives du Jazz, quand il est là et quand il n'était pas là, c'était incroyable. Et là, j'ai presque envie de remercier le Jazz de ne pas être allé loin en playoff pour qu'on ait pu compter sur Rudy sur la compète parce que sinon, on ne serait pas en train de parler des mêmes choses. On n'aurait même pas parlé de fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent. Parce que sans Rudy, là, on sort vivant d'aucun des matchs. Et puis, est-ce qu'on sort seulement de la poule de la mort là, dans laquelle on était Est-ce qu'on finit en même position? Je ne sais pas. Il est crucial. Le fait qu'il soit ouais, qu'on lui manque de respect, je crois que ça va rester. Je pense que c'est quand même aux États-Unis, c'est encore un peu plus marqué chez certains journalistes qui n'arrivent pas à le considérer comme un joueur majeur, peut-être à cause de son style de jeu qui est identifié soit trop old school, soit unidimensionnel avec la défense. Et en fait, c'est pas un joueur qui a vraiment beaucoup de moves ou qui a essayé d'en développer dans sa carrière, mais il a tellement d'autres choses. Enfin, la dissuasion, l'effort, l'intelligence, le QI défensif. Il y a tellement de choses qui sont essentielles que. Et là, il y a en plus cette faculté à être là dans les moments chauds, en fait. Et avec l'équipe de France, il l'a montré aussi sur les dernières campagnes. Donc, Bah, il se cache pas, hein. et même dans des petits détails, moi j'ai vraiment été. Quand j'ai vu Rudy sur la ligne, quand il a eu ses 2 lancers, je me suis dit, bon, bah, s'il en met un sur deux, c'est bien, ça laisse un petit. Ça peut être pas mal. Mais là, il a mis les deux, il n'a pas tremblé. Voilà, moi je suis bluffé par sa performance. Je continue de dire qu'il mérite plus de respect, indépendamment de ce qu'on peut le trouver, je sais pas. On peut trouver la personne pas ultra funky. C'est pas comme d'autres stars NBA qui sont en quête d'exposition, qui sont très dans l'échange et qui partagent beaucoup de choses et machin, mais c'est un joueur phénoménal et comme tu dis, quand il est sur le terrain, il te met en position de gagner. Ouais, et puis j'ai eu le sentiment que cette option défensive, là, notamment sur les pick and roll, lui permettait d'avoir un rayonnement plus important. Parce que sur les matchs précédents, il y a quand même pas mal de matchs où on le voyait se prendre un tir à 3 points sur la tête. Donc tu dis, ah bah, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que c'était le meilleur défenseur NBA. Comment ça se fait qu'il se prend les 3 points sur la tête? En fait, c'est parce que les options défensives, je trouve, lui permettaient moins enfin, le poussaient à être plus loin des shooters souvent. Et là, j'ai trouvé que bah, lui. Enfin, comme le reste de l'équipe de France, était notamment au début du match et puis après sur la fin du match, mais là c'était contexte un peu particulier, mais il était irréprochable dans l'application voilà, dans l'application des principes qui ont été édictés par Rudy Collet, par Rudy Collet, par Vincent Collet, pardon. Et puis voilà, moi je continue d'être un admirateur de sa capacité à monter, porter un écran, rouler fort au cercle, revenir, porter un deuxième écran, rouler fort au cercle, aller sur les rebonds systématiquement, venir dans les aides. Dans l'effort, il est irréprochable. Donc je sais pas, dans le vestiaire, je sais pas, on sait qu'il est co-capitaine de cette équipe de France. Je sais pas comment il est dans la prise de parole avec ses coéquipiers, et cetera. Par contre, dans le comportement, dans les efforts, je le trouve vraiment exemplaire sur toute cette campagne, de l'équipe de France. Ouais, c'est un patron, hein. C'est un patron et je pense que ce qui est injuste souvent, c'est, ce que je trouve souvent injuste de la part de ceux qui critiquent Rudy Gobert, c'est, de considérer qu'il n'a pas de skills.
qu'il est juste. Et c'est un peu le raccourci beaucoup trop simpliste qu'il peut y avoir des fois sur certains joueurs qui sont dans l'énergie ou qui sont athlétiques, c'est de dire ah ouais mais il a pas de skills. Mais le skill c'est pas que le shoot ou le dribble. Et Rudy Gobert, il a beaucoup de skills. Et ce dont tu parles, et même cette capacité à toujours se battre, à comprendre qu'il est dans un rôle où bah voilà, faut aller poser l'écran, comme tu as dit, rouler, puis repartir. Euh, il le fait des deux côtés du terrain en attaque aussi. Il a des skills en attaque. Son skills, ok, il aura peut-être pas le toucher de Jokic, mais voilà, sa capacité à toujours essayer d'être dans le bon mouvement ou d'être dans le bon placement ou d'aller poser l'écran en tout cas de pas être juste un plot, c'est un skills aussi. Et je pense qu'il est vachement sous-estimé sur cet aspect. J'ai l'impression que dans le basket FIBA, en plus avec voilà, le terrain plus petit, le jeu plus resserré, des joueurs moins athlétiques, bah, il paye. D'un coup, je dis pas qu'il a pas assez de mobilité en NBA, mais ça peut plus se payer forcément quand tu as un Stephen Curry ou des meneurs comme Kyrie Irving ultra vifs. Là, bah voilà, là, il a suffisamment de mobilité pour contester des tirs, même en changeant, en ne faisant pas du drop, en changeant sur les écrans. Après, il arrive à courir suffisamment vite pour recouvrir. C'est quand même un joueur, bah voilà, c'est un joueur très athlétique, mais c'est pas une tare. Ça devrait pas être perçu comme un aspect entre guillemets, pas assez noble. Et Rudy Gobert, dans son impact, il est monstrueux là, sur ces deux matchs coup près. Oui, puis on va pouvoir se projeter un petit peu vers la suite, parce qu'il y a eu d'autres surprises. Il y a eu bah, quand même l'énorme upset, peut-être le plus gros de tout le tournoi, celui qu'on a le moins vu venir potentiellement. C'est donc la Pologne qui s'est imposée à la fin d'un match complètement fou face à la Slovénie. Si vous avez l'occasion de le regarder, même en connaissant le résultat, même en replay, je vous encourage à le faire parce que c'est un match qui a eu, enfin, il y a eu 12 scénarios différents pendant ce match. Au bout du compte, c'est finalement bien la Pologne qui a réussi à s'imposer, qui s'invite dans le dernier carré et donc qu'on retrouvera vendredi à 17h15 pour la première de ces deux demi-finales. Sortie de route de la Slovénie dans un contexte un peu particulier. Doncic qui s'est blessé en première mi-temps, qui est revenu mais qui était clairement pas tout à fait lui-même sur la deuxième mi-temps, qui a réussi à peser mais pas autant qu'il le fait d'habitude ou qu'il en a, voilà, qu'on est habitué à le voir le faire. La Slovénie qui est quand même passée tout près de pouvoir malgré tout gagner ce match-là. Je vous donne un petit peu tous les éléments du match, puis après on peut les prendre dans l'ordre que vous voulez. Un no-call quand même assez polémique sur la toute dernière possession du match, Ouais. qui est quand même assez incompréhensible malgré tout. Ce qui ne veut pas dire que la Slovénie aurait forcément gagné s'il y avait eu le coup de sifflet, mais c'est très 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 étonnant ce qui s'est passé sur la fin de match. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce match par rapport à ce que nous, on va pouvoir, enfin, ce à quoi on doit s'attendre pour l'équipe de France, et aussi par rapport quand même, je pense, à la contre-performance finalement de la Slovénie, qui est, comme on le disait tout à l'heure, le troisième des gros, entre guillemets, de cet euro à finalement sortir avant le stade des demi-finales. Pour la Slovénie, alors, je ne dis pas que je m'attendais à ce que la Pologne passe, hein, mais quand on en avait discuté dans le dernier podcast, j'avais quand même noté que le match contre la Belgique avait été vraiment pas rassurant pour la Slovénie, je trouve. Ils étaient quand même menés au début du quatrième quart-temps contre une nation qui est, c'est même pas, c'est pas une nation émergente, c'est une nation qui découvre ce niveau-là quasiment, enfin, qui était pas censée être menaçante pour une équipe aussi forte pour les champions d'Europe. Euh, et ça s'est confirmé avec voilà, des Polonais meilleurs que les Belges et qui ont vraiment parfaitement étudié leur adversaire, qui ont profité aussi de ce qu'on avait dit toujours la dernière fois, que il peut arriver que le Luka Doncic soit ait un petit pépin physique, et ça lui arrive au cours de match, soit sorte pour des problèmes de faute technique. Et c'est un peu ce qui est arrivé, en fait. Tout ça s'est Les produit. trois, blessé, faute technique, donc tu as Voilà, la totale. tout est arrivé. Et aussi bon soit ses coéquipiers, ça, c'est des joueurs plus que respectables. Entre Dragic et les autres qui sont là, c'est pas des peintres quand même. Ça n'a pas suffi. Et quand tu as en face des équipes, toutes les équipes dans cet euro, elles ont commencé à croire en leur chance, à voir que la différence de niveau n'était pas si abyssale. Tu peux avoir un Yanis en face, un Doncic en face, la force du collectif, elle est là. Et puis, tu as des joueurs qui se révèlent dans ces contextes-là. Ponitka, qui est un joueur très, très respecté en Europe quand même. Il a fait sa carrière, il sort un triple-double. Il y a l'espèce de ferveur au niveau. Voilà, tu joues pour ta nation et tu es sublimé. Et Ponitka, ça lui a fait ça. Et autour, ça a bien joué, ça a cru en ses chances. Et voilà, c'est aussi de ça dont il faudra se méfier pour les Bleus, parce que
Maintenant, ils sont prévenus. On savait que l'Italie n'était pas favorite et c'était un peu le match bonus pour eux. Bah, là, pour les Polonais, c'est un peu ça, sauf qu'ils ne vont pas arriver en se disant, bon, comme on avait dit pour l'Italie, hein, ils ne vont pas arriver en se disant, bah, on a fait ce qu'on avait à faire. Si on perd, c'est pas grave. Ils sont ultra dangereux. Ils sont ultra dangereux. On va encore partir comme favoris, mais il y a plein de paramètres qu'il faudra prendre en compte pour pas faire n'importe quoi. Ouais, donc tu parlais de Mateusz Ponitka, 26 points, 16 rebonds, 10 passes, pour rappel, sur ce match. Ah, Ouais, mais troisième triple-double de l'histoire de l'Eurobasket, je crois. des Euh, phases finales, je crois. des phases finales. Bon, non, il a fait un match énorme. Ça fait partie. Il faudra limiter lui et Slaughter, le backcourt polonais. Si on les limite bien, logiquement, en envoyant nos meilleurs défenseurs dessus, il y a quand même de bonnes chances qu'on s'en sorte correctement. Et ça me fait penser à quelque chose sur ce match dont on parlait. Euh, les Polonais, ils ont quelques similitudes avec nous, mine de rien. Les troisième cartons, ils n'aiment pas trop ça. Ils Ah, ont ils ont pris pris une pilule. 24-6, non, Ouais, quelque chose comme ça. Bon, Oui, c'est ça. Mais, la Slovénie était menée de 19 points à la ouais, à la mi-temps mi-temps. Ouais. et est revenue au score en 10 minutes. Ouais. C'est ce qui m'a le plus, surpris, c'est que justement, une fois revenus au score, ils aient pas réussi à parce que du coup, pareil, les Polonais ont une solidité mentale. Tu sais, quand tu as un favori qui revient comme ça, en tout cas l'équipe, a priori, plus forte, épouvantail, qui revient au score, tu dis que derrière, bon, ils vont réussir à plier l'affaire. On Les pensait que c'était Polonais plié, hein. ouais, On voilà, pensait que c'était plié pour la Slovénie à un moment, non, non, mais clairement. je veux dire non, ce Non, que mais je veux que la dire, c'est Slovénie allait, oui. allait, allait pas lâcher le match et que c'était mort pour la Ouais, Pologne, je veux ouais, dire. pour Ouais. la Pologne, ouais, voilà, c'est ça et tu vois? Et parce qu'en fait, quand tu es, voilà, tu un peu le petit poucet, tu prends 19 points d'avance et tout est gâché, tout est à refaire, ça représente un plus gros poids sur tes épaules en mode: «Ah mince», enfin, tu vois? Tu as vraiment le truc de, tu peux plus facilement te retrouver, baisser les bras et ou subir et au final, non, non, Slaughter et Ponitka ont pris le match en main dans le money time. Je trouve que c'est vraiment les 2 gros dangers sans manquer de respect aux autres. Il faudra faire gaffe, notamment sur les tireurs à 3 points, hein. On a toujours tendance à laisser à 3 points, bah, à laisser nos adversaires, prendre des 3 points, un peu moins là contre l'Italie, comme on a expliqué sur le changement sur les pick and roll. Mais, voilà, faut évidemment faire gaffe à ce que les autres prennent feu à 3 points, mais il y a quand même 2 gros dangers bien ciblés, pour le coup dans cette équipe, quand même. Bah oui, c'est tout à fait ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu avec Shai. C'est vrai qu'en regardant les stats plus en détail sur toute la compétition, en gros, l'essentiel du jeu tourne autour de Mateusz Ponitka et DJ Slaughter. C'est d'ailleurs les deux joueurs, comme tu en parlais, Antoine, qui ont été déterminants sur la fin de match, avec un staff technique du côté polonais qui a très bien joué le coup, hein, à partir du moment où Doncic a pris sa troisième faute. Ils l'ont systématiquement ciblé. Ils ont réussi à le faire. Il a pris une faute technique derrière, quatrième faute. Et le moment où il sort, c'est en gros, on avait l'impression de voir un petit peu les stratégies NBA à l'ancienne où quatre joueurs qui s'écartent et puis un contre un avec Doncic dans l'axe pour lui faire prendre la cinquième. C'était vraiment très bien joué. Et sur toute la fin de match, Ponitka et Slaughter ont été énormes. Par rapport à ce que tu disais au niveau des tirs à 3 points, Antoine, c'est intéressant de noter malgré tout que la Pologne est une équipe c'est une des équipes Mmh. les moins à droite de ce championnat d'Europe. Et c'est aussi une équipe qui prend pas beaucoup de tirs à 3 points au bout du compte par rapport aux autres nations. Donc c'est quelque part, je pense, à notre avantage aussi pour cette demi-finale, à condition, bien sûr, encore une fois, voilà, de contrôler le backcourt polonais, qui est vraiment la plaque tournante de tout le jeu de cette équipe. Ça, Ah, ça ah, ferait, ça ferait mal de se faire sortir par Slaughter et qui a joué 8 ans en France. En 4 clubs, il y a Roncel aussi qui est franco, c'est vrai qu'il est franco. Et il y a deux autres joueurs qui jouent dans le championnat de France aussi, des remplaçants. Mais il y a Ronsel, ouais, qui était à Monaco, franco-polonais. Et Slaughter, champion de France avec l'ASVEL. Enfin, on est censé connaître un peu, mais lui est censé connaître aussi quelques joueurs de l'équipe, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est un duel, ça va être après la Pologne, elle s'est jamais retrouvée à ce niveau. Sur l'expérience, ça peut aussi peut-être, même si voilà, là on parle de Slaughter, Ponitka qui effectivement, ont de la bouteille. La Pologne n'a jamais eu à gérer des situations comme ça avant. C'est leur en tout cas à l'Euro, c'est leur premier passage dans le dernier carré d'un Euro. Ça peut aussi peser en faveur de l'équipe de France, notamment s'il y a des moments un peu tendus. Voilà, a Ouais, priori l'expérience est quand même de notre côté. clairement, là, je pense qu'il y a quand même potentiellement l'effet. Ils ont déjà réussi la performance historique de leur pays.
Il y avait énormément d'émotions d'ailleurs sur toute la fin du match, hein, avec des joueurs en pleurs avant la fin du match, à la fin du match. On sent que voilà, c'est aussi des choses qui pompent énormément de ressources euh, individuellement et collectivement. Alors qu'à l'inverse, finalement, il y a ce côté, on peut se dire finalement pour l'équipe de France, de bon, bah, tu sais que tu reviens de l'enfer, c'est même les termes qui ont été utilisés pour te qualifier pour les demi-finales. Et en même temps, tu peux avoir une espèce de rage qui est celle, parfois, je pense, des supporters de se dire, mais ça aurait dû être plus facile, on peut jouer bien mieux que ça. Et limite, tu arrives encore plus déterminé pour la demi-finale, sachant que, effectivement, ce qui est fou dans cet Euro, c'est que quand même tout s'est ouvert. On en parlait déjà en début de semaine, mais on n'imaginait pas que ça s'ouvrirait encore plus sur le dernier, voilà, sur les derniers matchs. Là. Donc, de l'autre côté, l'autre demi-finale, ce sera Allemagne-Espagne. L'Allemagne qui a sorti la Grèce en faisant vraiment une très très forte impression. Moi, là aussi, on en parlait un petit peu entre nous. Moi, cette équipe d'Allemagne, je la trouve extrêmement forte. Je trouve qu'une de ses grandes forces, c'est finalement de ne pas avoir de. Il y a peu de failles dans son jeu. Il y a une rotation qui est longue et qui est de qualité. Il y a quasiment pas de joueurs qui sortent ou qui viennent sur le terrain où tu dis, ah ouais, lui, on va pouvoir l'exploiter de telle ou telle manière. Je trouve que la rotation est très dense et avec deux joueurs un peu au-dessus du lot en la personne de Franz Wagner, qui était extraordinaire aussi face à la Grèce, et de Dennis Schroeder. Voilà, une équipe vraiment très solide. Et en face, l'Espagne, finalement, on pensait que c'était un petit peu mort pour eux. On se disait, bon, ça y est, c'est la fin c'est enfin la fin des Nino Del Oro qu'on connaît, même si c'était déjà leur successeur qui nous faisait des misères, ou du moins qui nous donnait du fil à retordre sur les dernières compétitions. Finalement, non, on va retrouver à nouveau cette équipe d'Espagne opportuniste, moins dominatrice clairement que par le passé, mais quand même toujours avec les mêmes forces des joueurs d'impact comme les deux frères Hernan Gomez, et notamment Willy, là, qui fait un tournoi fantastique, et puis des joueurs qui savent jouer la partition à merveille. Rudy Fernandez, qui est probablement le joueur que j'aurais détesté le plus de toute ma vie, a été extraordinaire sur la fin de match du quart de finale, incroyable. C'est lui quasiment qui fait gagner l'Espagne. Donc voilà, de l'autre côté, il y a quand même une belle affiche aussi qui se présente. Euh, on va pas forcément rentrer dans le jeu des pronostics à proprement parler, mais vous, quelles sont les tendances que vous voyez fortes là, sur cette fin de tournoi pour les demi-finales et potentiellement la finale derrière? Bon, Antoine, on sait, vu le maillot qu'il vient de mettre aujourd'hui. Euh, non, mais je pense que l'Allemagne elle est l'équipe la plus régulière au final depuis le début du tournoi. Il n'y a pas eu de trou. C'est peut-être presque même la meilleure équipe du tournoi depuis le début. Après, faut pas suivre mes pronostics. Moi, je pensais vraiment que j'avais dit la Grèce le tour d'avant, j'avais dit la Serbie, j'ai dit la Slovénie. Je préfère arrêter de pronostiquer. Je pense que ça sera un match très ouvert. Là, honnêtement, je pense que la France est celle qui a a priori quand même, je vois la France aller en finale. De l'autre côté, c'est très, très compliqué à pronostiquer. Ce serait très drôle par contre un France-Espagne, en finale, ça serait quelque chose avec vraiment les en plus je crois qu'on l'a glissé dans un podcast, ouais, l'Espagne et la France, c'est les 2 équipes en reconstruction et puis d'un coup, tu sais pas comment elles se retrouvent en finale, donc ça serait assez ironique, mais la demi, Espagne, j'encourage tout le monde à la regarder. Je pense que ça va vraiment être un sacré match de basket. Moi, je pars du principe qu'on va battre la Pologne. Alors, on va dans la douleur, hein, comme d'hab. Ça, c'est pas, je ne vois pas nous promener. Mais si on part du principe que la France passe la Pologne, je pense, c'est que je me projette. Si on joue l'Allemagne, on a peu de chances de gagner, je pense. Ils nous connaissent bien. C'est un peu en train de devenir une bête noire, je trouve, sur les dernières compétitions, sur le style de jeu. Je trouve que ça ne nous convient pas trop. Plus l'appui du public, ça va être, ça va être complètement taré. Si l'Allemagne va en finale à domicile, voilà, je vous laisse imaginer. Par contre, si on a contre l'Espagne, je suis plutôt optimiste. Je pense que malgré l'historique entre les deux, je pense qu'on a vraiment on a ce qu'il faut pour les battre. Donc j'ai prié pour une victoire de l'Espagne parce que j'ai peu d'espoir. Si on joue l'Allemagne, je suis pas rassuré du tout. Je pense qu'aucune des 2 équipes serait rassurée, mais ça sera un match totalement différent de celui du tout premier match du tournoi quand même. Ouais. Alors après, l'Allemagne aurait eu, je me demande même s'il y aurait pas presque plus de pression sur l'Allemagne en fait, en cas de À finale. domicile. Ouais, à domicile, parce que donc si les Allemands sortaient les Espagnols, ça veut dire qu'ils auront encore une fois maîtrisé leur sujet. Donc tu as une équipe qui a maîtrisé son sujet tout du long,
qui elle aussi, n'est pas habituée, en tout cas ce groupe-là, à aller aussi loin, en tout cas pas pour jouer une médaille d'or et d'un coup, se retrouverait à affronter une équipe de France qui a nettement moins dominé son sujet. Voilà, là, je pense qu'il y aurait beaucoup de pression sur les épaules des Allemands d'un coup. Il faudrait voir comment ils gèrent ça. Bon, après là, on se projette sur une finale hypothétique, hein, mais je pense que ça serait en tout cas, je suis persuadé que ça serait vraiment pas le même match que celui qu'il y a eu en Tu as poule. raison de dire que l'Allemagne est l'équipe la plus constante, je trouve, parce qu'il n'y a pas eu de trou d'air de match où ils ont complètement déjoué. Ils ont vraiment une ligne directrice. Les joueurs sont fiables depuis le début. Wagner, il est excellent. Et ça, il était déjà excellent NBA, mais comme on l'a dit, bah, il joue à Orlando, donc tout le monde s'en fout un peu, mais c'est un joueur, ça va devenir un super joueur NBA. Ouais. Ouais, d'autant que même les matchs où il était un peu moins bon, l'Allemagne a quand même trouvé les ressources pour s'imposer. Ils ont des shooters, ils ont la chance d'avoir trois joueurs quand même qui font un très bel euro à la création, ou du moins parmi leurs arrières, entre Franz Wagner, Dennis Schroeder et Maudolo, que je trouve vraiment Maudolo, ouais. hyper précieux en sortie de banc. Ils ont Andreas Obst, là, qui cartonne à 3 points, qui a été pareil contre la Grèce, là, qui a été incroyable face à la Grèce. Il y a beaucoup, beaucoup de solidité. C'est vrai, par contre, c'est intéressant ce que tu soulignes, Antoine. C'est pas facile d'être champion d'Europe chez soi. Nous, on le sait pour Mmh. avoir raté le coche en 2015. L'Espagne le sait pour avoir raté le coche en 2007. Voilà, c'est vraiment pas évident d'assumer cette pression. Surtout qu'effectivement, on peut se dire que, comme vous, là, pour le coup, arriver aussi loin, j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'équipe de France ne passe pas sa demi-finale, même si voilà, ça veut pas dire que ça sera un match facile du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais être arrivé aussi loin avec voilà, quand même les forces de cette équipe, avec quand même bah, les faiblesses potentielles de cette équipe de Pologne, je serais vraiment ultra étonné maintenant qu'on n'atteigne pas le stade de la finale. Et là, une fois arrivé en finale, finalement, bon, bah là, c'est effectivement, d'un point de vue pression, s'il devait y avoir un France-Allemagne en finale de cet Euro, la pression ne serait pas sur les épaules de l'équipe de France. Ça me semble clair, effectivement. Ça me fait penser que, mine de rien, la France avait quand même très bien attaqué ce match contre l'Italie. Le 1er quart-temps était Ah, très bon complètement. Ah, complètement. et c'est quand même bon signe. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, malgré enfin, voilà, ils sont sortis, ils sont revenus nulle part contre la Turquie et derrière, il y a cette conscience de: «Ah bon, par contre, on faut qu'on soit sérieux». Après bon, malheureusement, dans le deuxième quart-temps, il y a beaucoup plus de ballons perdus, mais il y avait quand même plus 7 à la mi-temps avec une note quand même vraiment globalement positive. Les Italiens limités à 31 points. Je veux dire, à part vraiment il y a eu 5 minutes de vide, quoi. Il y a eu les 5 minutes de vide, c'est déjà un peu moins que ce qu'on a vu sur d'autres matchs. Je pense que la France va, pareil, attaquer sérieusement ce match contre la Pologne, en prenant pas l'adversaire à la légère. Je pense que l'équipe de France, en ne maîtrisant pas son sujet, ça la force à vraiment respecter tous ses adversaires parce que l'équipe de France, elle est consciente que, bah, voilà, au final, ils sont capables de lâcher à tout moment contre n'importe qui et du coup, bah, voilà, ça demande d'être vraiment concentré, de s'appliquer, quelle que soit l'équipe en face. Heu, une équipe plus dominante peut parfois avoir tendance à sous-estimer, je pense qu'aussi notamment ce qui se passe, je pense que la Slovénie est un très bon exemple. Ils ont pas enfin ils au début du match et je pense ils ont commencé à jouer qu'en deuxième mi-temps, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parles de balles perdues, ça me fait penser à ça. Petite note statistique. Donc, l'équipe de France est bien entendu l'équipe qui perd le plus de ballons sur ce championnat d'Europe. Aucune des 13 autres pires équipes dans ce classement n'est encore en lice. 14e, il y a la Pologne. Donc, donc voilà, ça c'est la petite note stat. Pour revenir quand même sur le cas de l'Allemagne, sans rentrer forcément dans le jaune des pronostics, malgré tout, des quatre équipes encore en lice, moi je trouve que c'est celle qui a le plus de sûreté dans son jeu pour aller au bout. Je serais ravi de me tromper et vraiment je serais ravi de bien entendu de voir l'équipe de France à nouveau championne d'Europe. Ça serait incroyable. C'est vrai que en fait la force de cette équipe d'Allemagne, au-delà de la longueur de son banc, ça reste sa défense que je trouve vraiment fantastique sur ce championnat d'Europe et qui lui donne une assise, qui lui donne une sécurité que n'ont pas forcément les quatre autres équipes en place, qui sont plus fluctuantes, même s'il faut le reconnaître, l'Espagne a été très forte en défense pour remporter son quart de finale. C'est vraiment en défense que cette équipe d'Espagne a su hausser le ton pour aller se qualifier pour la demi. Donc ça va être la demi Espagne-Allemagne, comme tu le disais Antoine, va vraiment valoir le détour, je pense. Ouais, c'est presque, c'est une ouais, une espèce de finale avant l'heure dans l'intensité, dans le niveau de jeu à mon avis.
Pas forcément sur le vainqueur, hein, mais sur l'intensité et le niveau de jeu, c'est presque ouais. Ça Et risque d'être le l'engagement, ouais. match ça risque d'être le match le plus engagé du tournoi. Ça a un Alors, sens, mais on dit ça, mais on sait que la France sera menée de 6 points à 50 secondes de la fin encore, avec 2 lancers à suivre pour la Pologne. Et que, voilà, donc, au niveau du suspense, regardez France-Pologne. Au niveau de l'intensité, regardez Allemagne. Allemagne-Espagne. Ouais, c'est ça. Et puis bon, enfin, c'est pas pour finir sur cette note-là, parce que, mais c'est quand même intéressant aussi de noter que sur les 2 quarts de finale d'hier, l'arbitrage a quand même pesé lourd. Nicolo Melli est sorti avec voilà, très remonté contre les arbitres. Comme on n'est pas revenu en détail, mais la toute dernière possession de la Slovénie, il y a quand même c'est quand même toujours incompréhensible pour moi pourquoi il n'y a pas eu de faute sifflée sur je ne sais plus qui avait la balle. Clément, qui prend le Pays. tir, Oui, Prepelic. Prepelic, exactement, Ouais. sachant que le joueur polonais lève la main. En fait, il vient faire une faute pour donner 2 lancers francs et éviter d'encaisser un tir à 3 points, juste sous les yeux de l'arbitre, en passant tout le corps à travers le. En fait, il franchit complètement Prepelic pour pas. Il passe tout le corps. C'est assez incompréhensible quand même qu'il n'y ait pas eu de coup de sifflet là, même si après en conférence de presse, Luka Doncic a été assez classe voilà, en reconnaissant que voilà, la Slovénie avait toutes les armes pour prendre ce quart de finale et que ce n'était pas forcément là-dessus que tout reposait. Donc il y aura aussi des arbitres sous pression pour ces demi-finales et ces phases finales de l'Euro. Juste, je me permets sur Doncic, du coup, ça me tend une perche. C'est très bien c'est bien, hein, après coup, avoir la com du ouais, non, mais c'est pas les arbitres, c'est nous, c'est moi, etc. Je ne l'ai pas Il entendu dire assume que ce n'était pas beaucoup. les arbitres. Il a dit, Ouais, j'ai entendu dire que voilà, non, c'était lui. Enfin, c'est juste très bien, mais par contre, son attitude, et c'est déjà ce qu'on pointait en NBA, il y a des moments, c'est vraiment insupportable. Et je pense que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, tu peux toujours te dire qu'effectivement, je pense à Chris Paul, leur caractère est super chiant, mais bon, tu vois, ça peut plus souvent peser dans la pression mise sur les arbitres va plus souvent jouer en sa faveur qu'en sa défaveur. Doncic, je pense que c'est contre-productif. Et qui se crée qui se fasse comme Michael Jordan, qui s'invente des duels, qui s'invente parce que quand il est remonté, il est inarrêtable, mais qu'il arrête de se créer un duel avec les arbitres. C'est pas ça qu'il faut prendre de manière personnelle et c'est insupportable. bah là, Et ça leur a potentiellement coûté le match parce que la faute technique qu'il prend, donc c'est sa quatrième, ça équivaut à sa 4e faute, elle est vraiment hyper stupide. C'est juste, il se fout littéralement de la gueule de l'arbitre en faisant le geste du marché parce qu'il demande un marché sur AJ Slaughter, mais avec un sourire où tu sais qu'il est en train de se foutre de la gueule de l'arbitre. Et pour le coup, il faut reconnaître un truc, les arbitres depuis le début de championnat d'Europe n'ont pas hésité à mettre des fautes techniques. ouais. À chaque fois, ils préviennent. Et quand ils ont prévenu, derrière, ils mettent les fautes techniques. Sur les fautes antisportives, pardon, ils sont allés vérifier systématiquement la nature des contacts. Ils n'ont pas eu peur de faire sortir Yanis Antetokounmpo de son quart de finale. Donc là-dessus, c'est quand même une donnée sur laquelle les arbitres, je les ai trouvés hyper cohérents du début à la fin depuis le début du championnat d'Europe. Donc pour aller dans ton sens, Antoine, non seulement c'est contre-productif, mais pour le coup, c'est limite, ça va un peu au-delà. Je ne vais pas parler de faute professionnelle, mais c'était une des données, c'est une des données de ce championnat d'Europe et des matchs. Et si tu ne la prends pas en compte, eh ben, tu te mets en difficulté. Et potentiellement, la Slovénie elle doit avoir énormément de regrets suite à ce match-là. Mais cette faute technique est peut-être celle qui a été la plus dommageable à la Slovénie sur tout leur match, sur l'intégralité de ce match-là. Pardon. Je pense que quand il disait qu'il s'en voulait à lui, je pense qu'il s'en voulait à lui de ne pas avoir aussi bien arbitré le match que contre la France. C'est ça. Comme disait Vincent Collet. Voilà. Non, mais bon, oui, parfois l'arbitrage, c'est fâcheux, c'est frustrant, mais les 3 quarts du temps, quand tu regardes bien, c'est jamais sur l'arbitrage que tu perds le match, en fait. Enfin, il y a toujours plein d'autres facteurs qui font que tu te retrouves dans cette situation et que c'est pas juste une faute technique ou un no-call qui te fait perdre le match. Donc là, moi, j'avoue que ça me fatigue un peu toujours les déclats d'après-match. Et j'inclus Vincent Collet dedans et les Bleus pour ce qu'ils ont fait après contre la Slovénie. Hein, parce que certes, c'était frustrant, peut-être pas très bien arbitré, mais il y a tellement d'autres facteurs pour expliquer ça que moi, je préfère qu'ils parlent de jeu et de ce qui a été et pas été plutôt que de ça. Oui, c'était pas ce que je notais, c'était pas pour allumer les arbitres, c'est juste pour dire que voilà, ça pouvait être aussi un des facteurs de ces Sûr. demi-finales et des finales et du match pour la 3e place. Aussi, du côté des joueurs et des équipes, leur capacité à gérer ou non les coups de sifflet qui peuvent être donnés, quoi. C'est clair.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour là sur ces quarts de finale qui étaient palpitants et puis sur ces demi-finales à suivre. Nous, dans tous les cas, on vous retrouve en début de semaine prochaine pour faire un récap de cet Euro. On espère qu'on pourra tous arborer des maillots de l'équipe de France et qu'on aura tous un peu la gueule de bois après une nouvelle médaille d'or pour ce groupe. En attendant, vous savez que sur Basket Session, vous retrouvez toute l'actu non-stop 24 heures sur 24. Si vous voulez un peu de lecture, allez aussi sur Basket Session, regardez nos MOOC. Il y a le MOOC spécial Playmaker qui est derrière moi et qui ferait du bien à pas mal d'équipes de 7 euros. Voilà, nous en tout cas, on sera ravis de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien des derniers matchs de 7 euros. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.